Au sommaire de cette édition, le renforcement de la coopération entre Paris et Lomé. Une consolidation qui passe par la mise à jour des cartes et ouvrages nautiques togolais par une mission de la marine française. Des explications dans cette édition. La 115e session ordinaire du conseil d'administration de la CICARE a ouvert ses portes ce vendredi. Au menu des travaux, l'étude des chiffres de l'exercice 2014 et les nouvelles mesures prises pour le renforcement de la gouvernance. Et puis la très attendue signature de l'accord de paix dit d'Alger a eu lieu ce vendredi à Bamako. Une cérémonie à laquelle ont pris part le gouvernement malien, ses alliés et plusieurs chefs d'État voisins, sauf les principaux groupes rebelles. C'était les titres de ce journal. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la première. D'abord, au courrier arrivé du président de la République ce vendredi, des messages de félicitations. Les présidents Omar Hassan Ahmed El-Béchir du Soudan et Hannibal Cavaco Silva de la République du Portugal félicitent le chef de l'État fort et Ssazimna Gnazingbe pour sa réélection, tout en saluant l'esprit de paix et de tolérance qui ont prévalu durant le processus électoral. Les deux chefs d'État ont souhaité leurs bons vœux au président fort pour ce nouveau quinquennat. Le chef du gouvernement, Kwesi Agodi Jaume Zunu, a lui reçu en audience une délégation conduite par le docteur Bakayoko, directeur de l'école supérieure du commerce et de l'administration des entreprises de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. La formation au niveau de l'enseignement supérieur dans le cadre de l'intégration africaine était au cœur des discussions. Nous écoutons docteur Bakayoko, chef de l'audience, au micro de Apollinaire Kadanga. Le sens de nos discussions avec son Excellence Monsieur le Ministre de la République du Togo a été l'un des sujets abordés par la commission de l'UEMOA dans le sens de l'intégration régionale, surtout en matière de formation au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre nos deux pays frères, à savoir le Togo et la République de Côte d'Ivoire. Ceci a vu permettre un partenariat stratégique entre nos institutions, à savoir l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, fondé par le président Félix Houphouët-Boigny, et l'ESA Togo, ainsi que d'autres institutions sœurs de la République sœur du Togo, afin de permettre à la jeunesse ivoirienne et togolaise d'être mieux formée sur place et minimiser les coûts pour le compte de nos deux États, afin d'éviter également de faire des déperditions en matière de formation, mutualiser nos atouts pour résorber nos faiblesses. Le Premier ministre nous a donné des sages conseils, afin de nous permettre d'aller dans le bon sens et nous indiquer les priorités qu'il fallait, surtout avec les investissements qui sont en place aujourd'hui au niveau de l'extension du port autonome de Lomé et également dans d'autres secteurs tels que le secteur aérien, puisque nous formons l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, des ingénieurs en logistique et transport, et ceci dans le cadre de la première école interafricaine pour cette formation. Donc autant de conseils nous ont été donnés par le Premier ministre pour pouvoir mener à bien ce projet. Parce qu'il ne faut pas former pour former, il faut former des jeunes pour qu'ils puissent avoir de l'emploi. Voilà. Et ça, c'est un des points sur lesquels le Premier ministre a bien voulu nous conseiller. Je vous le disais en titre, les cartes et différents ouvrages nautiques du Togo vont être mis à jour, ceci grâce à une mission du bâtiment hydrographique dénommée La Place. Fruit de la coopération franco-togolaise, les cibles de cette opération, les ports de Pémé et de Lomé. Des précisions avec Eric Djanik-Port et Edem Soussoupo. Donc, on disait donc que les cartes et différents ouvrages nautiques du Togo vont être mis à jour, et ceci grâce à une mission du bâtiment hydrographique dénommée La Place. C'est un fruit de la coopération franco-togolaise. Nous reviendrons plus en détail sur cette mission présente au Togo dans le courant de cette édition. Autre relation au beau fixe, la coopération militaire entre le Togo et les États-Unis. Elle est ponctuée par des appuis multiples des forces armées américaines à celles du Togo. Un soutien réitéré ce jour par le général Darila Williams, commandant de la branche de l'armée de terre de l'Africom, commandement militaire pour l'Afrique, à l'occasion d'une visite de courtoisie qu'il a rendue aux officiers togolais à l'état-major général des FAT. Le compte rendu avec Aimé Abadou.
L'état-major général des forces armées togolaises accueille le général Darila Williams, commandant de l'armée de terre de l'Africom. L'officier américain a eu des échanges fructueux avec le chef d'état-major adjoint des forces armées togolaises, le colonel Konwa Aditoou. Rencontre élargie aux délégations des deux parties et placée sous le thème « Forces armées togolaises, instruments de paix et de développement ». Pour le général Williams, le Togo demeure un partenaire stratégique pour les États-Unis face aux enjeux et nouvelles menaces sécuritaires à travers le monde. Le partenariat Togo est très important pour les États-Unis et je suis à l'état-major pour discuter un peu avec eux. Et nous avons parlé de comment nous pouvons poursuivre notre partenariat dans un domaine encore plus pratique. Nous avons parlé de comment nous pouvons travailler ensemble pour combattre les menaces qui nous sont communes. Et nous avons dit que pour les militaires, il y a une adage qui dit vaincre dans un environnement complexe. Et nous sommes là, nous avons discuté de comment nous pouvons mettre tout ça en pratique. Et voilà à peu près ce que nous avons à offrir aux forces armées togolaises. C'est notre soutien et notre appui dans ce territoire. Cette visite renforce une fois de plus le partenariat qui existe si bien entre les deux armées. Les forces américaines appuient le Togo à travers le programme ACOTA, African Contingency Operating Training Agency, avec un soutien en équipement, entraînement et remise en condition opérationnelle des troupes togolaises avant leur déploiement sur les théâtres d'opération de maintien de la paix. On revient donc à la coopération entre Paris et Lomé. Je vous disais donc que les cartes et différents ouvrages nautiques du Togo vont être mis à jour, et ceci grâce à une mission du bâtiment hydrographique dénommé La Place, et c'est le fruit de la coopération franco-togolaise. Les cibles de cette opération sont les ports de Pémi et de Lomé. Des précisions avec Eric Djanipor et Edem Sousoupa. Pour la sécurité de la navigation dans les ports de Pémé et de Lomé, le Togo sollicite une fois encore l'expertise de la France. Des ingénieurs et techniciens du bâtiment La Place sont au Togo pour mettre à jour ses cartes marines et ses ouvrages nautiques. Et tous les acteurs intéressés par les questions de la mer sont informés de cette mission et du rôle qu'ils auront à jouer pour sa réussite. Vous savez que LCT, avec le quai, Bolloré avec son quai, tout ça, le port en extension, on a besoin donc de ce service, de cette mission. Et il y a le chenal d'accès, la zone de mouillage, toutes ces parties-là, ils vont faire donc effectuer des travaux. La mise à jour des cartes marines répond au contexte de l'évolution de l'environnement marin, ce qui permettra aux navires de choisir les meilleurs itinéraires pour éviter les zones à risque. Les propriétaires de bateaux de commerce, ils sont comme le propriétaire de la ferry. Un bateau, ça coûte cher, et donc ils vont choisir les meilleures routes qui vont éviter d'aller toucher le fond, et de manière à pouvoir garer leur bateau au port en toute sécurité. Quand on approche un port, le fond de la mer, la profondeur, on ne peut pas l'apprécier directement. Donc cette carte marine, elle montre quels sont les dangers pour la navigation, est-ce qu'on a beaucoup de fond, pas beaucoup de fond. Et en l'occurrence, vous avez des navires qui font plus de 10 mètres sous la mer, sous la surface de l'eau. Évidemment, 10 mètres, c'est beaucoup. Et donc, eux, ils doivent avoir plus de 10 mètres de profondeur pour pouvoir naviguer en sécurité. Donc, au Togo, la dernière mission du CHOM, service hydrographique et océanographique de la marine française, remonte en 2011. La mise à jour des cartes va corriger plusieurs points critiques constatés, que ce soit à Lomé ou à Pémé. Si on met une nouvelle bouée de chenal, si un nouveau danger apparaît, eh bien, le préfet maritime prendra en contact avec le service hydrographique et océanographique de la marine pour qu'on puisse mettre à jour ces informations sur la carte et plus largement de la diffuser soit par radio, soit par message auprès des navigateurs. Et donc tous les bateaux sont capables de recevoir ces informations et de les prendre en compte pour naviguer en toute sécurité. Un navire a toujours à son bord la carte de la zone où il doit accoster. Avec des vedettes de ce type, des sondages sont régulièrement faits pour s'assurer que tout est en règle et éventuellement parer au plus pressé.
Le gouvernement togolais a mis en route plusieurs projets de développement au titre desquels celui de la promotion de l'artisanat. Pour redonner le blason du secteur, ces acteurs ont bénéficié d'appuis multiples par le truchement des formations et des financements divers. Comment se portent alors les artisans togolais à ce jour? Augustin Kossi et Rachel Aoukou nous répondent dans ce dossier. C'est l'un des secteurs où la promotion est devenue une priorité. L'activité artisanale au Togo suscite de plus en plus un regain d'intérêt à cause des appuis multiformes dont bénéficie le secteur de la part de l'État. L'installation des chambres régionales de métiers, le certificat de fonds d'apprentissage CFA et la création de la coopérative d'épargne et de crédit des artisans CK en sont une illustration. Trobor et Sylvie, une céramiste, installée ici au village artisanal il y a quelques années. Elle s'est imposée dans le métier de perle et est devenue présidente des perliers du Togo. Une ascension qu'elle dédie à tous les acteurs qui s'intéressent au secteur. Premièrement, on m'a envoyé à la CIAO. L'État m'a aidé pour les transports, tout, logement, tout. Donc à partir de la CIAO là, j'ai commencé à aller au foire. Après la CIAO, j'étais partie au Ghana pour la foire de la CEDEAO. Par là, j'ai eu le premier prix là-bas. Par l'aide de l'État, les Blancs nous connaissent, ils viennent acheter, même de l'extérieur, les gens nous appellent. Ils nous demandent s'il y en a ce collier. Ils envoient des choses et des gens pour venir acheter pour eux. Également dans le registre des actions de l'État en faveur de l'artisanat, des prêts financiers et des formations ayant pour objectif de lever les goulets d'étranglement à l'initiative privée et à l'auto-emploi. Un autre cas de réussite, Maïlan, patron de cet atelier de cordonnerie Togo Chaussures, installé à Nicolas-Pouin. Un peu plus loin, à environ 2 km de là, Mamadou, responsable de Majesty Design, spécialisé dans la couture broderie à Casablanca. Ces deux artisans ont bénéficié chacun des appuis non négligeables et donc prêts à en témoigner. J'ai commencé petit à petit avec une machine à broder sur laquelle même je suis assise là. Nous avons aussi bénéficié des formations. Par exemple, la formation du PADSP, le programme d'appui au développement du secteur privé, puis il nous a donné une formation en gestion entrepreneuriale. Et aussi, il y a la CECA aussi qui nous accompagne. La CECA, la coopérative d'épargne des artisans, qui nous accompagne aussi. Au niveau de la foi, l'État nous aide à trouver des stands. Je dirais l'État met des stands pour nous, des fois, où il négocie des clients payants une grosse partie, et nous aussi ça quelque chose de 10%. Et pour les logements, bon, déjà l'État nous prend en charge à payer même des fois la moitié. Le gouvernement entend faire de l'artisanat au Togo non seulement un levier économique, mais aussi un vecteur d'épanouissement où l'on pourra tirer le potentiel dont il est porteur. Nous avons mis en place des tests qui essayent de rechercher comment améliorer les conditions de vie des artisans. Et on s'est d'œuvrer dans la mise en œuvre de ces tests avec le secteur et tous ses acteurs. Nous essayons aussi d'apporter des solutions aux problèmes techniques, tels que le renforcement des capacités professionnelles des artisans. On apprend un métier, mais on sait que les techniques évoluent. Et on a besoin aussi de suivre l'évolution des techniques. D'où le renforcement des capacités, nous essayons avec ces acteurs de voir comment trouver des formations, des perfectionnements et où les trouver, comment les financer. Ces efforts ont considérablement amélioré le secteur et certains artisans en sont plus que convaincus. Les prêts nous aident surtout à nous relancer, par exemple pour organiser les foires que je participe souvent. Avec ces prêts, j'arrive à produire une quantité acceptable que j'expose souvent dans les foires.
Donc avec ces prêts aussi, je peux dire que nous arrivons aussi à acquérir d'autres matériels qui nous servent aussi à avancer dans le travail. Les autorités togolaises entendent faire le mieux pour sortir l'artisanat de l'ornière, mais beaucoup reste à faire afin de redonner au secteur ses lettres de noblesse. Un défi que le gouvernement veut relever à travers des actions édifiantes en faveur de la jeunesse et de l'auto-emploi des jeunes. L'actualité ce vendredi, c'est aussi l'ouverture des travaux de la 115e session ordinaire du conseil d'administration de la SICARI. Au centre des discussions, l'étude et l'analyse des chiffres de l'exercice 2014 et surtout les nouvelles mesures prises pour le renforcement de la gouvernance. Le point avec Mathias Touglo. Quelques soucis techniques et je disais donc que l'actualité de ce vendredi est marquée également par l'ouverture des travaux de la 115e session ordinaire du conseil d'administration de la SICARI et les discussions ont porté sur l'étude et l'analyse des chiffres de l'exercice 2014 et surtout les nouvelles mesures prises pour le renforcement de la gouvernance. Le compte rendu de ces travaux avec Mathias Touglo. En Afrique, la SICARI, malgré un environnement économique et commercial en perpétuelle évolution, se porte plutôt bien grâce au plan stratégique 2009-2020. L'objectif de la compagnie, c'est la consolidation de sa place parmi les premiers réassureurs de la zone ciment, conférence internationale des marchés d'assurance. Parce qu'un plan est prévu sur une longue période, puisque notre plan couvre la période 2009-2020, donc à un moment donné, nous avons vu que la plupart des objectifs qui ont été fixés ont été largement dépassés. Pour vous donner un exemple, si on prend le chiffre d'affaires, le plan initial avait prévu pour les SI 2014 un chiffre d'affaires de 22 milliards. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que nous avons largement dépassé puisque nous sommes à 30 milliards. Tous ces éléments-là, et même les charges aussi, ont été dépassés. Il était donc indispensable d'actualiser ces données quantitatives. Créé en 1981 par les États membres de la Conférence internationale des contrôles d'assurance, devenue depuis la signature du traité CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance en 1992, la SICARI a commencé ses activités en 1984. La SICARI, qui compte 12 pays africains en plus de certaines institutions financières et bancaires, veut promouvoir le développement des activités nationales d'assurance et de réassurance, favoriser la croissance des capacités de souscription et de rétention nationale, régionale et sous-régionale et contribuer au développement socio-économique de l'Afrique. Un bilan globalement satisfaisant eu égard aux performances réalisées par la compagnie durant ces années. Il reste encore beaucoup à faire, mais le niveau atteint actuellement inspire pour l'avenir de notre compagnie. Et comme j'ai coutume de dire, la SICARI, c'est l'Afrique qui gagne. 20 milliards de francs CFA, c'est le capital social de la SICARI. 65% détenus par 12 États membres, 35% par des institutions financières, des banques de développement et des sociétés d'assurance. La promotion des droits de l'enfant se renforce par un nouvel outil, le projet suivi des droits de l'enfant au Togo, lancé ce matin. 4 organisations de la société civile sous la bannière de Plan Togo pilotent le dit projet. Clarisse Saticlé. Des organisations de la société civile se mobilisent pour faire des droits de l'enfant une réalité au Togo. Ces organisations ont désormais comme moyen d'action le projet suivi des droits de l'enfant au Togo, mis en place par Plan Togo. Elles vont ainsi apporter leur contribution, notamment dans l'élaboration des plaidoyers et des rapports sur la mise en œuvre des droits de l'enfant au Togo. Être conscient de ce qu'il y a à faire est une chose, et faire concrètement cette chose en est une autre. Et aujourd'hui, nous nous lançons davantage dans ce que l'on doit faire pour que les recommandations qui nous sont faites, soit sur la CDE, soit sur la charte africaine, soit ce qui a été promis d'être fait à travers le Code de l'enfant, pour que ceci soit fait. Non seulement avec l'État togolais, mais avec toutes les forces qui sont acquises aux droits de l'enfant.
Le projet suivi des droits de l'enfant au Togo sera exécuté par 4 organisations de la société civile, à savoir la PCD, RJCE, Relutet et le FODET, toutes réunies au sein du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo sur une durée de 3 ans et demi, de janvier 2015 à juin 2018. La question de suivi dont nous parlons aujourd'hui va d'abord, dans un premier temps, permettre de renforcer tous les acteurs, à tous les niveaux. Parce que dans l'engagement que notre pays, le Togo, a pris, les questions de l'enfant doivent figurer en bonne place dans nos différents budgets, que ce soit le budget national, comme le budget de nos communes, le budget de nos préfectures. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à tout cela? Quel est le pourcentage que prend les questions de l'enfant dans le budget national aujourd'hui? Exécuté simultanément au Bénin, au Burkina Faso et au Togo, le projet suivi des droits de l'enfant au Togo a le soutien des autorités et son objectif majeur est la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'autre actualité de ce vendredi à l'étranger, c'est l'arrestation de plusieurs putschistes au Burundi après la reddition du général Nyombare qui est en fuite. Le président Pierre Nkurunziza, lui, est de retour au palais présidentiel à Bujumbura et a félicité les militaires loyalistes et ses partisans pour avoir déjoué le coup d'État de mercredi dernier. Retour sur une journée riche en émotions. Regarde. Pierre Nkurunziza est de retour au Burundi. Il est arrivé ce vendredi après-midi à Bujumbura sous les acclamations de ses partisans. Portrait grandeur nature, t-shirt, casquette à l'effigie de son parti, tout était prévu. Quelques 2000 personnes ont été acheminées par bus dans ce quartier favorable au président pour célébrer son retour. Notre président est très soutenu par beaucoup de gens. Nous avons besoin de notre président Pierre Nkurunziza pour diriger le pays jusqu'à la fin des temps. À peine arrivé, le président s'est exprimé à la radio nationale. Il a remercié les forces de sécurité pour leur efficacité et a annoncé la réouverture des frontières du pays. Nkurunziza a aussi déclaré préparer les élections de manière pacifique, tout en exigeant l'arrêt immédiat des manifestations. Si le centre de Bujumbura est resté calme ce vendredi, la contestation a repris au nord et au sud de la capitale. Les manifestants ne veulent pas en rester là. Le président devrait complètement oublier ces élections, car nous n'arrêterons pas tant qu'il ne sera pas parti. Pour moi, le président doit démissionner et organiser une élection où les gens se sentiraient en démocratie, car pour le moment, nous ne sommes pas dans une démocratie. Plusieurs des responsables putschistes ont été arrêtés, parmi eux le numéro 2, ancien ministre de la Défense. Leur chef, Godefroy Nyombare, est toujours recherché par les autorités. Je vous annonçais également le rendez-vous du Mali avec l'histoire. Ce vendredi, la très attendue signature d'accord d'Alger est intervenue à Bamako. À la cérémonie, le gouvernement malien, ses alliés et une dizaine de chefs d'État. Principaux absents, les groupes rebelles. Au Togo et direction la région des Plateaux pour la toute première bougie parti politique FPD. Ce premier anniversaire a été célébré à Atapamé. La correspondance de Yves Agbevivi. 10 mai 2014, 10 mai 2015. Voilà déjà un an que le parti politique du Front des Patriotes pour la démocratie, FPD, est né. 12 mois après donc, les militants du parti se sont retrouvés à Atapamé où ils ont célébré leur premier anniversaire. Une célébration placée sous le thème « Transition politique consensuelle, meilleure solution pour sauver le Togo ». Pour Djima Oré, président du parti, le FPD est un creuset national au sein duquel tous les Togolais ont leur mot à dire et qui mérite attention. Selon lui, du travail reste à faire après la présentation du bilan exhaustif des actions menées par le parti depuis sa création et au sortir de la présidentielle du 25 avril 2015, un constat a été relevé par le FPD. La solution pour résoudre définitivement les difficultés que rencontrent les Togolais, c'est le retour à la table des négociations de tous les acteurs politiques, sans exception. Les militants voudraient que le FPD envahisse le terrain et que le FPD aussi devienne une véritable force qui incarne le changement. Il faut que tout le monde s'asseye et qu'ensemble,
qu'on soit à même de mettre fin définitivement à la crise que traverse notre pays. Rencontre d'échange, la célébration des 12 mois d'existence du parti politique du FPD a été l'occasion aux délégations venues des 5 régions du pays de se connaître et la fédération de Logou a été officiellement présentée au public. Séance de collecte de sang cet après-midi à l'École nationale des auxiliaires médicaux. L'initiative est à mettre à l'actif de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo qui veut ainsi répondre aux besoins de cette substance vitale dans les différents hôpitaux du pays. Sonia Miniko, Désiré Dagbovi et Rachel Aoko pour le compte rendu. Donner du sang pour sauver une vie, c'est la source de motivation de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo, initiatrice de cette journée de don de sang pour laquelle les étudiants de l'École nationale des auxiliaires médicaux ont été mobilisés. Moi, je suis un élève infirmier et au cours de nos stages, on rencontre des gens qui viennent et anémiés. C'est pour cela que je suis motivé à donner mon sang pour sauver des vies humaines. Toute personne bien portante au-delà de 18 ans est apte à donner du sang. Entre 350 ml et 450 ml sont prélevés chez chaque donneur selon son poids et sa taille. L'intérêt de cette activité est de pouvoir pourvoir au CNTS une certaine quantité de poches de sang. Vous savez, nous sommes des infirmiers, nous sommes les plus proches des patients. Nous vivons avec eux avec amertume et tristesse des décès liés au manque de sang. Il est tellement noble de donner un peu de son sang pour sauver une vie humaine. Toutes les dispositions sanitaires sont prises pour assurer la santé du donneur de sang et du patient. Le sang prélevé sera analysé dans les laboratoires du Centre national de transfusion sanguine pour distinguer le groupe sanguin et s'assurer s'il est sain avant son administration aux malades nécessiteux. Centaines d'étudiants a participé à cette opération. Littérature, nouveau roman togolais dans les rayons depuis quelques jours. Son titre, La fièvre d'un manège. Son auteur, Adi Anité, qui a dédicacé son œuvre la semaine dernière à Blita. La marque Bodjona. La fièvre d'un manège, c'est le titre de ce roman de 157 pages avec 14 chapitres. Imprimée par les éditions Aoudi, cette œuvre littéraire a fait l'objet de dédicaces afin de la présenter au public. Le roman retrace la vie d'un couple au foyer. C'est un mélange de réalité, de concours de circonstances et de la fiction. Il faut quand même donner à l'œuvre sa vraie valeur. Donc il faut mélanger et la fiction et la réalité pour obtenir un bon résultat. Dans cet ouvrage, il est question d'un couple, mais à travers ce couple, on peut retrouver la vie de tous les couples togolais. Et donc, je vous assure qu'au-delà de cette problématique, il y a également les relations enseignants-élèves qui sont souvent coupables, dénonçables. Donc, c'est un prétexte qui montre quand même toutes les facettes de la société togolaise. Et à ce titre, cette œuvre vraiment dans tous ses bons droits d'être promu au Togo. La dédicace du roman Fièvre d'un manège a permis aux différents intervenants de saluer l'auteur pour la qualité de son œuvre qui apportera la lumière dans plusieurs foyers en difficulté. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la première séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 19 mai 2015 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Et avant de vous quitter, une information de la 24e édition du Tour cycliste international du Togo. Ce matin, la compétition était à sa 5e étape, Tiamba-Soutoubois, longue de 84 km, remportée par le Malien Koulibaly Issaka. Merci de votre aimable attention. À bientôt.